Donc, il va être question ici des rapports tortueux entre le corps et la machine, le greffon et la prothèse, la mémoire et le contrôle. Le corps en mutation aussi, comme l'annonce le titre de cette séance. Mais il ne sera pas vraiment question de Mad Max, par exemple. Je suis désolé pour la fausse représentation. Mais je suis désolé. De ce qui se produit enfin quand la machine commence à se dérégler et quand les prothèses, qui sont pourtant des outils de contrôle, comme je le rappellerai plus loin, en viennent à acquérir une autonomie aussi inattendue qu'inquiétante, voire effrayante. Dans la mesure où ce que je vais présenter est issu de travaux antérieurs, tout en étant une sorte de work in progress, je vais débuter en retraçant la préhistoire de ces réflexions sur les prothèses, telles qu'on en traite dans la littérature et le cinéma. Plutôt qu'un détour, j'y vois une autre manière de plonger dans le vif du sujet, parce que ça va me permettre de mieux placer le décor de ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, tout en identifiant d'emblée certaines tensions, qui ne seront pas toutes dénouées d'ailleurs aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'en dénouer quelques-unes. Je m'intéresse donc surtout au thème de la greffe tel qu'il apparaît dans les fictions. Non pas la greffe métaphorique comme transfert d'idées ou métissage culturel, par exemple, ça m'intéresse, mais par ailleurs, mais la greffe en tant que chirurgie qui se sert de tissus ou d'organes dans un but généralement réparateur. Donc je m'intéresse à la greffe littérale, d'une certaine façon, dans un contexte notamment littéraire. Il est certes possible de traiter la greffe de manière sobre et réaliste dans la fiction. Je dirais même que c'est l'approche qui est la plus souvent préconisée de nos jours, alors qu'on assiste dans quelques romans, dont ces deux-là, à une sorte de tournant réaliste dans les fictions portant sur le thème. Donc, dans Réparer les vivants, Marie-Hélène en a parlé tantôt, de Mélisse de Kerangal et d'Encore désirable du Baradat, qui ont été publiés en 2014 et 2015. Il multiplie les ponts tendus entre une expérience qui est absolument extrême et les lecteurs qui en font l'expérience par personnage interposé. Le premier en proposant une narration extrêmement méticuleuse en forme de reportage, le second en s'inspirant d'un projet scientifique réel que Isabelle a évoqué en me présentant tantôt, le projet d'une greffe de tête humaine, que je vais évoquer brièvement tantôt parce qu'il m'occupe l'esprit quand même depuis un certain temps. Or, c'est pas de ces deux livres-là dont je vais parler aujourd'hui. Dans les histoires relevant plutôt de l'horreur, du fantastique et de la science-fiction, on observe un motif récurrent, celui qu'on pourrait qualifier de greffon rebelle, qui engendre des récits dans lesquels la personne greffée pense que son greffon agit de manière indépendante ou sous l'impulsion de son propriétaire originel, qui le plus souvent est un criminel. C'est un lieu commun dans ce genre d'histoire-là, qui met encore plus d'accent sur les enjeux éthiques, qui aussi accentue les enjeux identitaires en provoquant des rencontres d'opposés. En plus de penser à Frankenstein, on peut faire remonter l'histoire littéraire de ce motif, au moins jusqu'à un conte fort étrange des frères Grimm, intitulé Les Trois Barbiers. Donc, je ne vais pas faire de l'histoire ici, mais barbier chirurgien au Moyen-Âge, c'était des termes qui étaient équivalents, parce qu'on n'acceptait pas les chirurgies. Donc, qui a été publié, qui a été connu en tout cas, 3 ans avant le roman de Shelley. Puis après avoir hésité un peu, j'ai décidé de me faire plaisir et de vous raconter cette histoire-là. C'est un petit conte qui fait 1000 mots. Si j'ai hésité, c'est parce qu'il n'y a pas de prothèse au sens strict là-dedans. C'est vraiment des greffons. Mais le thème sous-jacent est au centre de ce que je vous présente ce matin. Alors, il était une fois, parce que c'est un conte, qui n'est pas nécessairement raconté aux enfants. Je ne penserais pas. 3 médecins arrivent dans une auberge pour y passer la nuit et se vantent auprès des aubergistes de leur talent de chirurgien. Ils se disent, est-ce que vous voulez assister à un prodige? Et les aubergistes acceptent. Et les chirurgiens disent, OK, on va chacun s'enlever un organe qu'on va se retransplanter demain matin. Donc, on accepte. Et il y a un chirurgien qui s'enlève une main, un chirurgien qui s'enlève les yeux. On est dans un conte. On est d'autant plus dans un conte que l'autre s'enlève le cœur. Puis il peut aller se coucher après, ce qui est un peu étonnant. Donc, la servante a les organes sur un plateau. Et à son insu, il y a un chat qui subtilise les 3 organes. Donc là, elle se dit, c'est la panique. Si j'ai rien à leur présenter demain, qu'est-ce que je vais faire? Et là, son amoureux la tire d'embarras. Il va retrouver le chat, fautif, il va lui enlever les yeux. Il va aller chercher le cœur d'un cochon et la main d'un voleur qui traîne par là. Et les chirurgiens, le lendemain matin, vont n'y voir que du feu et se regreffer ces 3 organes-là. Et la fin du conte, au fond, on voit le comportement de chacun après la chirurgie. Et je n'ai pas besoin de trop élaborer là-dessus, mais celui qui se greffe les yeux de chat est complètement déboussolé par sa nouvelle vision. On doit la tenir par la main. Celui qui se fait greffer le cœur d'un cochon se roule dans la fange.
qui réagit comme on le pense, et celui qui se fait greffer la main d'un voleur va subtiliser l'argent d'un client dans un bar tout de suite après. Donc vous voyez que là, il y a la notion ici du greffon agissant dans la personne greffée. Donc comme je dis, c'est pas raconté aux enfants vraiment, mais il y a vraiment le début d'un motif déterminant. Sans être le premier spécimen du genre, le roman Les Mains d'Orlac, qui paraît quand même une centaine d'années plus tard, de Maurice Renard, représente bien cette mouvance. Vous en connaissez peut-être les prémices, que je rappelle rapidement. Donc, Stephen Orlac, c'est un pianiste qui, après un accident, se fait greffer les mains d'un criminel, encore une fois, et il a rapidement l'impression que ce criminel-là continue à agir à travers lui. Donc, une impression qui est fausse. Quand on lit le roman, on se rend compte que c'est complètement imaginé, mais il ressent pourtant cette impression-là au plus profond de son être. Et c'est en ça que le roman est intéressant. Il montre que ce qui est perçu psychologiquement n'est peut-être pas réel, mais c'est quand même perçu. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du roman dans l'ensemble des fictions de la greffe, qui a été quelquefois adapté au cinéma, dont ici dans l'expressionnisme allemand. Et il y a d'autres œuvres aussi qui ont largement repris ces paramètres par la suite. Donc, des fictions de ce type-là, j'achève sur le greffon, je vais embrayer avec la prothèse après, se servent d'un intermédiaire médical et scientifique pour se rapprocher des thèmes du double et de la possession, parce qu'après tout, dans ces histoires, on assiste à un combat intérieur et extérieur qui implique à la fois le même et l'autre. Donc, je m'en tiens à la fiction dans mes travaux et ce matin, mais on peut au moins rappeler qu'il y a des greffés véritables qui ont aussi eu l'impression d'avoir été sous l'emprise de leur nouveau greffon. Si ce phénomène, qui correspond au concept d'une soi-disant mémoire cellulaire, a un impact psychologique largement attesté, sa réalité physique et médicale n'est pas reconnue par les scientifiques, mais ça représente néanmoins un moteur narratif souvent efficace, parce que ça construit quand même un conflit souvent à l'intérieur d'un même personnage. Donc, en voilà assez pour le greffon rebelle. Ces deux caractéristiques les plus importantes vont être au cœur des prochaines sections de ma communication. La mémoire, d'une part, mémoire d'un passé qui n'appartient pas en propre au greffé, et le contrôle, d'autre part, qui est souvent une perte de contrôle dans les histoires qui m'intéressent. Donc, on constate que les caractéristiques que je viens de nommer sont surtout examinées à l'aune de leur absence, ou du moins de leur dérèglement. Donc, j'aimerais maintenant m'interroger sur les parallèles entre ces histoires-là et des récits qui présentent non pas des greffes d'organes, mais des prothèses. Donc, il ne sera pas question d'être exhaustif ici, ça je veux le dire tout de suite. Puis sans tenter l'énumération exhaustive de fiction mettant en scène ce qu'on pourrait appeler des prothèses rebelles, on peut au moins évoquer quelques situations typiques. Quand un personnage perd le contrôle de sa prothèse, par exemple, main, bras ou autre, les exemples de mains biologiques fugueuses sont encore plus nombreux. Si vous avez regardé quelques films au fil du temps, vous avez vu des exemples. Mais ça m'amènerait trop loin. Il n'est pas question de prothèse ici. Mais c'est un motif qui revient beaucoup, là, la fameuse main qui va son chemin par elle-même. Ou quand un personnage développe un rapport trouble avec ce qu'on lui a transplanté. C'est des récits qui peuvent être pertinents pour moi aussi, qu'il s'agisse d'un organe particulier ou de souvenirs aussi, où il commence à y avoir une distance entre ce qu'on a vécu et ce dont on se rappelle. Là, la prothèse devient problématique à ce moment-là. À première vue, on peut au moins supposer que les deux types d'histoires, que je représente ici juste rapidement avec deux exemples, ont des atomes crochus, notamment parce que les corps concernés deviennent hybrides, tenant à la fois du même et de l'autre, mais aussi parce que dans bien des fictions pertinentes, la prothèse, qu'elle soit confinée à un seul organe ou qu'elle compose plutôt la majeure partie du corps, comme pour les cyborgs par exemple, ne réagit pas comme on l'avait initialement prévu, le « on » pouvant être le propriétaire de la prothèse ou son créateur aussi dans certains cas. Donc, il y a une notion, quelque chose qui déjoue jusqu'à un certain point. Considérons le personnage titre du film Dr. Strangelove de Stanley Kubrick. C'est un scientifique doublé d'un ancien nazi qui est désormais au service du président des États-Unis, qui a cependant du mal à s'habituer à son nouvel emploi. Donc, parlant au président, il l'appelle 2 fois Mein Führer. Il y a aussi une main gantée qui est assez mémorable, qui échappe souvent à son contrôle en effectuant des saluts nazis ou en lui compliquant la vie quand il veut fumer une cigarette, comme on peut le voir assez glorieusement ici. Donc, la majorité des commentateurs ont pris pour acquis que sa main, voire son bras entier, était une prothèse. Or, le film n'offre aucun indice à cet effet.
Les discours d'inspiration vaguement médicale consacrés au film ont tiré la bonne conclusion, entre guillemets, en estimant qu'il s'agissait bel et bien de sa main biologique. On a d'ailleurs à ce point identifié le personnage à son trouble, qui est présent sur cette image, que le syndrome de la main étrangère. Donc, quand, ça c'est un exemple que j'ai puisé quelque part, quand la main est affectée de mouvements incontrôlables qui ont l'air de provenir d'une volonté externe, est parfois appelé le syndrome du docteur Strangelove. Et c'est un syndrome qui, contrairement à ce qu'il fait miroiter d'un rapport à l'autre ou à l'étranger, n'implique aucune prothèse, parce qu'on reste de part en part dans le biologique. Cette méprise à propos de la main et du bras de Strangelove est significative pour ce qui m'occupe ici. L'interprétation fautive voit la prothèse là où elle n'est pas. C'est pas un membre fantôme, c'est une prothèse fantôme ici. Comme si le manque de contrôle était tel qu'il ne pouvait avoir pour siège le seul corps biologique. Les spectateurs ont en quelque sorte construit une prothèse au Dr Strangelove qui externalise à bien des égards un combat qui est complètement intérieur et qui est d'autant plus condamnable au fond, parce qu'il est issu de sa propre histoire personnelle. Donc c'est pas une pauvre victime ici, c'est l'artisan de sa propre humiliation. Donc la méprise s'explique peut-être aussi par la similitude entre la main droite du Dr Strangelove et celle d'un autre célèbre savant fou cinématographique, l'inventeur Rotwang, dans le Métropolis de Fritz Lang. Rotwang, lui, porte bel et bien une prothèse, donc il remplace la main qu'il a perdue en fabriquant sa fameuse machine humaine qu'on voit ici, que j'aurais pu aborder autrement pour ce colloque-là. Donc c'est en fabriquant quand même quelque chose de complètement neuf qui paye pour ça. C'est un geste typiquement prométhéen qui dit qu'il allait devenir frankensteinien éventuellement. Il y a une ambiguïté semblable, donc entre greffon et prothèse, des fois on n'est pas toujours sûr, qui plane sur quelques-uns des tout premiers films de l'histoire du cinéma qui montrent des organes biologiques maniés avec la plus grande liberté, une liberté qui semble défier toute logique. L'œuvre de Georges Méliès, par exemple, est remplie de têtes flottantes, maniables, transférables à volonté. Donc vous savez que la greffe de tête m'intéresse, donc c'est ce genre de trucs qui peuvent quand même piquer ma curiosité. Ce qu'on pourrait appeler les démiurges, entre guillemets, imaginés par Méliès, relèvent de deux groupes. Certains sont médecins et scientifiques, mais la plupart sont des illusionnistes. C'est très clairement présenté comme ça. Donc les corps décomposés puis recomposés le sont donc surtout par magie. Comme si, encore une fois, le biologique ne pouvait se suffire à lui-même quand on note une perte de contrôle, qu'il fallait construire une sorte d'explication qui allait au-delà de ça. En ce qui a fait au rapport entre greffon et prothèse, notons enfin que la prothèse doit une large partie de son efficacité à son imitation d'organes biologiques, dans son allure, certes, mais aussi et surtout dans sa fonction. Donc, il arrive que la prothèse ne fasse pas seulement que remplacer le biologique, donc prendre la place de ce qui n'est plus là, mais que s'y agrège. Donc, même après une amputation, il peut rester des traces du membre retiré, des nerfs, par exemple, qu'on va s'efforcer de relier après ça à la prothèse pour créer un composite corps-machine encore plus efficace. Je pense qu'il faut insister davantage sur le rapport au corps, qui pourrait bien être la différence la plus fondamentale, non seulement entre la pratique de la greffe et l'implantation de prothèses, mais entre les fictions qui portent sur ces mêmes thèmes. La greffe d'organes ou tissus reste de part en part un phénomène biologique, même dans ses occurrences les plus radicales. Donc, il faut que je plug un peu mon intérêt, comme le projet d'une greffe de tête humaine élaboré depuis 2013 et promis d'ici la fin 2017 par le neurochirurgien italien Sergio Canavero. Je l'attends de pied ferme. C'est pour ça que je vais finir mon truc, que ça sorte en début 2017. Je ne vais pas m'insérer dans la foulée de ça, mais le projet lui-même est assez fascinant. Moi, je trouve que c'est le chirurgien qui se comprend lui-même comme un héros de feuilleton. Il me semble que c'est merveilleux à étudier. Donc, les recherches sur les greffes, même les plus extrêmes comme celle-là, sont largement issues de la médecine. Moi, je dirais aussi qu'il y a une influence de la littérature là-dessus, mais ce sera un autre moment d'en parler. Et bien qu'elles incarnent exemplairement le progrès instaurateur de la science la plus aventureuse, elles ont d'abord une fonction réparatrice, parce qu'il s'agit de redonner au corps une efficacité, une normalité perdue, tout en prolongeant la vie. Là, on s'approche quand même d'un dépassement de la condition humaine, mais habituellement, la greffe, même la plus extrême, c'est de réparer ce qui est brisé. La prothèse, quant à elle, fait intervenir un autre degré de la technique. Certes, elle a notamment pour fonction de pallier un manque et de remplacer un organe malade ou absent, et elle acquiert parfois par là une valeur symbolique, surtout dans la fiction. Pensons par exemple au Moby Dick de Melville,
et la prothèse portée par Ashrab, après que la baleine lui ait mordu la jambe, on peut soutenir que la prothèse, qui est fabriquée à partir de ce baleine, quand même, ça ajoute une saveur symbolique assez forte à cette prothèse-là, d'autant plus qu'elle va devenir le moteur de sa revanche. Donc, il y a comme quelque chose qui est dans cette fabrication-là qui est investi symboliquement. Dans la mesure où elle dépend de la science la plus avancée, la prothèse implique en outre le perfectionnement possible du corps humain. Donc, après tout, elle ne fait pas que se substituer à un organe à l'efficacité finie et bien établie. Elle est aussi au cœur d'une tentative de dépassement de cette efficacité connue. Une autre manière de manifester le contrôle de l'humain par l'humain, en tout cas sur son potentiel plus spécifiquement. Donc, on trouve des prothèses semblables, bien sûr, dans un énorme nombre de productions de science-fiction. Je vais juste nommer ces deux exemples-là, qui sont interreliés d'ailleurs. The $6 Million Man et The Bionic Woman, deux séries télé des années 70, dont les personnages titres reçoivent des implants qui vont améliorer leur force, leur vitesse, leur vision, leur audition, tout ça. Des implants qui sont donc synonymes de maîtrise et de contrôle. Entre autres, Cyborg aussi, on peut penser aux réplicants de Blade Runner. Ces androïdes nés de la technique n'ont pas seulement été fabriqués pour copier les humains, mais pour aller plus loin et les dépasser. Plus humain qu'humain est d'ailleurs le slogan de la corporation Tyrell dans le film. Si la prothèse a notamment pour fonction de repousser les limites du corps biologique, elle est aussi le résultat de la cybernétique, et comme la communication d'Isabelle l'a rappelé hier, cette dernière, la cybernétique, pas Isabelle, cette dernière ne saurait être pensée sans la notion de contrôle qui en précise les contours et devient rien de moins que sa condition de possibilité. Donc on peut rappeler que cybernétique provient du mot grec kybernetes, qui signifie barreur ou timonier. Bref, celui qui dirige en tenant le gouvernail, qui n'est pas dirigé par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Donc, il y a une revue scientifique, d'ailleurs, du même nom qui existe depuis 1972. Donc là, on sent qu'il y a un conflit potentiel entre cette origine-là de la prothèse et les histoires qui m'intéressent où il y a un dérèglement. La cybernétique et la prothèse proviennent donc du même lieu et tendent encore à se retrouver aujourd'hui, toujours grâce à la notion de contrôle. Il s'agit, par la prothèse, entre autres choses, de rétablir le plus complètement possible la perception sensible. Mais si la greffe d'organes vise plus souvent qu'autrement le retour au même, la pose d'une prothèse vise ou espère une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, justement, il faut l'interroger. Elle va être au cœur de ma dernière section. C'est une valeur ajoutée qui est la plupart du temps prévisible, dans la mesure où elle permet une amélioration souhaitée dès le départ, mais l'ajout implique parfois un débordement par rapport à ce qui est attendu, un dépassement qui, cette fois, ne serait pas synonyme d'amélioration, comme c'est le cas habituellement, mais de confusion. Que faire alors quand la prothèse paraît échapper au contrôle de ceux qui la portent ou de ceux qui l'ont engendrée? Et c'est l'autre thème évoqué plus tôt qui viendra à notre rescousse, d'après moi, c'est-à-dire celui de la mémoire. Plus particulièrement, le concept de mémoire prothétique développé par l'historienne de l'art Alison Landsberg. Donc, avant de l'approfondir dans un livre dont je reproduis ici la couverture, elle l'a introduit dans un article dont le titre fait significativement référence à deux fictions célèbres traitant de mémoire transplantée, toutes les deux inspirées par des histoires de Philip K. Dick, ce qui n'est pas un hasard, je pense. Total Recall, dont j'ai inclus une image, et Blade Runner, dont j'ai parlé tantôt. Donc, les réplicants de ce dernier film sont notamment ce qu'ils sont en vertu de faux souvenirs implantés. Et il y a un mystère aussi qui plane sur la réalité des souvenirs, et donc sur la nature véritable du Blade Runner Rick Deckard, qui est campé par Harrison Ford, qui est pourtant présenté comme un humain traqueur de non-humains. Donc, quelqu'un qui incarne la capacité à distinguer entre les règnes. On verra si le Blade Runner 2 de Denis Villeneuve va tout expliquer ou tout ruiner. On verra quand ça va sortir. Mais on remarque ici un lien très fort entre la mémoire et l'identité, qui est très présent. Landsberg emploie le concept de mémoire prothétique au propre et au figuré. Elle étudie notamment les œuvres dans lesquelles une mémoire factice est transplantée dans un nouvel organisme. Moi, c'est plutôt son étude de films et de romans qui m'intéresse. Mais il faut savoir aussi qu'elle s'intéresse à des souvenirs, à des impressions que possède une personne sans les avoir tirées d'expériences concrètes, donc qui auraient été construites jusqu'à un certain point. Une sorte de mémoire façonnée par la consommation de contenus culturels et technologiques.
Donc, elle consacre notamment des chapitres à l'esclavage et à l'Holocauste, tels qu'ils surgissent et survivent dans la mémoire. Puis, dans le fond, dans la mémoire aussi de gens qui n'ont pas vécu ces choses-là, mais qui se souviennent par des images, des œuvres et d'autres choses. Elle décrit ce processus mémoriel comme un act of prosthesis, donc un acte de prothétisation, si je peux le dire comme ça. On ne parle pas de souvenirs reçus ou transmis, mais fabriqués. Puis elle en trouve un exemple fondateur. Moi, je parlais de Méliès tantôt, mais il y a d'autres films au début de l'histoire du cinéma intéressants là-dessus. On trouve un exemple dans un petit film produit par le studio Vitagraph en 1908 qui s'appelle The Thieving Hand, donc la main voleuse. Donc là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on a un passant qui achète un bras chez un prêteur sur gage, qui ne vend que des organes humains, et le donne à un mendiant qui découvre bientôt que sa nouvelle propriété semble avoir la mémoire d'un passé criminel. Donc, importuné par cette présence étrangère, le mendiant va revendre le membre au même commerce, puisqu'il n'est pas capable de composer avec ça, mais le bras va s'échapper, le retrouver et s'attacher de nouveau à son corps. Il va être emprisonné pour vol, parce qu'il va commettre des actes mauvais. Ça, c'est tout à fait en lien avec les autres histoires du même type. Emprisonné pour vol, le mendiant va voir son bras se détacher de son corps et enfin reconnaître son propriétaire originel, qui, je vous le donne en mille, est un criminel à un seul bras, qui avait une prothèse comme ça. Et donc, enfin, il y a comme ça, c'est un peu différent de plusieurs des histoires où il n'y a pas vraiment de réunion entre l'organe et le propriétaire originel, mais dans ce cas-ci, il y en a. Donc, pour Landsberg, ce petit film-là est un exemple frappant de mémoire prothétique. Donc, vous voyez ici le prêteur sur gage avec les organes. Le corps du mendiant éprouve des souvenirs qui ne sont pas les siens et qui modèlent ainsi sa subjectivité. Et il le fait au contact d'une prothèse, d'un membre de remplacement qui est construit par la technique. Et même s'il s'agit d'une prothèse, donc d'un artifice technique, on note un rapport important au propriétaire originel du bras dans cette histoire-là, comme on le noterait du reste dans un cas de greffon rebelle. La plupart des exemples que j'ai nommés, c'est ce qui était là aussi. Comme le greffon dans certains récits, la prothèse devient le symbole d'une mémoire transportable qui n'appartient pas en propre au greffé. C'est aussi un prélude aux mémoires transplantées dans des œuvres comme Blade Runner, Total Recall, Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi, sans parler des textes littéraires très nombreux qui les ont influencés. The Thieving Hand illustre aussi l'ambiguïté de certains transferts corporels au cinéma. Donc, j'ai déjà évoqué l'exemple du docteur Strangelove, dont le bras biologique est parfois considéré comme une prothèse. Dans The Thieving Hand, c'est le contraire qui se produit, parce que ce qui est considéré comme une prothèse dans la diégèse est cependant montré comme un bras biologique à l'écran. Quand on voit le film, on voit bien que c'est un bras humain qui est superposé, faute de trucage perfectionné, là, je comprends bien, mais c'est quand même aussi un jeu sur le rapport entre greffon et prothèse qui peut être vu là-dedans. À bien des égards, et je vais terminer là-dessus, le concept de mémoire prothétique pourrait être considéré comme le pendant technologique ou technique du concept de greffon rebelle. Il s'attarde après tout à des cas de transplantation problématiques qui impliquent en outre une forme de mémoire. Et tout comme le concept de greffon rebelle, celui de mémoire prothétique est au cœur de multiples tensions entre le contrôle et sa perte, la maîtrise et le dérèglement, l'authentique et l'inauthentique aussi, pour les souvenirs. C'est quand même des termes cruciaux quand on s'intéresse au thème de l'identité, ce que je fais comme philosophe, mais aussi comme quelqu'un qui s'intéresse au thème de la greffe. On ne peut pas faire autrement. Et il montre à quel point un outil de contrôle comme la prothèse peut déjouer, finalement, non pas comme un dieu hors de la machine, vous avez compris que mon titre y faisait référence malgré tout, ou comme un surnaturel là, qui survient de nulle part, mais plutôt comme quelque chose qui me rappelle, moi, le trickster de la mythologie, c'est-à-dire qui nous surprend là où on ne l'attendait pas. Donc, merci.